merci beaucoup d'être venu pour cette conférence séminaire. Je vais d'abord commencer par présenter les différents intervenants, la conférencière et les conférenciers, qui ont eu la très grande gentillesse d'accepter mon invitation et de venir parler de la garantie des droits des opprimés au moment d'écrire une constitution, et plus spécifiquement du cas du Chili. Alors, parmi les conférenciers, on a d'abord, tout de suite à ma gauche, le professeur Flavio Quesada, qui est professeur de droit administratif à l'université de Tarapacá. Il connaît déjà Bordeaux, puisqu'il y a fait une partie de ses études. Ensuite, il a soutenu une thèse à l'université de Barcelone sur la notion de service public en droit chilien, espagnol et français, formation d'une notion juridique, 1850-1950. Et si je lui ai demandé de venir, c'est pas uniquement pour ses compétences en droit administratif, mais c'est aussi parce qu'il a fait partie des 24 experts qui ont été désignés début 2023, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, pour rédiger un avant-projet de constitution pour le Chili. Et donc, au moment de parler de l'expérience chilienne, il était intéressant d'avoir aussi l'expérience sur le terrain de quelqu'un qui a dû se poser plein de questions au moment d'écrire une constitution. Ensuite, prendront la parole deux spécialistes des droits des peuples autochtones, Zera Brémond, qui est maître de conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et il a soutenu une thèse à l'Université de Montpellier en 2018 qui portait sur le territoire autochtone dans l'état postcolonial, étude comparée des États issus de la colonisation britannique et hispanique. Et puis, nous écouterons également Leslie Clou, qui est une chercheuse qui est spécialisée sur les peuples autochtones et qui est actuellement en train de rédiger une thèse sur le droit dans les relations entre l'État chilien et les peuples autochtones du Chili. Donc on a ici des spécialistes soit du Chili, soit plus spécifiquement des peuples autochtones. Et on va alors pouvoir faire des focus plus importants, comme vous le verrez dans notre présentation, sur la question des peuples autochtones, puisque c'est une des questions importantes au moment de rédiger une constitution pour le Chili. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu comment on a un peu conçu ce séminaire. L'idée c'est que je prenne d'abord la parole pour donner les grandes données du problème, et surtout en ayant en tête qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui vont nous regarder ensuite sur YouTube, en ligne, et que je sais que au sein du public, il n'y aura pas que des juristes, donc autant donner des éléments de définition, des éléments de base pour s'assurer que tout le monde comprenne ce que veut dire une constitution, ce que ça veut dire écrire une constitution, pour nous les juristes, pourquoi on va utiliser tel vocabulaire et pas un autre. Et puis ensuite, pour vous donner une petite chronologie du Chili, du processus constituant chilien, parce que je sais que chacun d'entre eux vont parler de moments différents du processus constituant chilien, et je me suis dit que si vous aviez une présentation générale d'abord des grands temps forts de ce processus, vous pourriez mieux suivre leur présentation. Ensuite, je laisserai la parole à Flavio Quesada pour pouvoir, lui, il va vous présenter les différents projets de constitution. Moi, je vais juste vous dire voilà, quand est-ce qu'ils ont été soumis et proposés au vote, mais lui, il parlera du contenu. Et ensuite, nous aurons donc cette discussion avec Zera et avec Leslie sur la question des droits des peuples autochtones dans les différents projets de constitution au Chili. Et ensuite, nous terminerons sur la question des droits des femmes et la question aussi, si j'ai le temps, de parler un peu de handicap, parce que les personnes en situation de handicap étaient aussi mentionnées dans les différents projets de constitution, que je trouve assez intéressant. À chaque moment, quand ils auront fini leur présentation, ce sera le moment des discussions, des échanges avec vous. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à leur poser des questions. Si on peut faire en sorte que ce soit le plus interactif possible, ce serait assez agréable. Voilà un peu pour le programme. Donc, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous faire d'abord une petite présentation générale. Je vais vous parler du processus constituant chilien et, comme je l'ai dit, vous donner quelques éléments de synthèse sur l'écriture des constitutions. Il faut savoir que l'élaboration d'une constitution, c'est toujours un moment rare, mais aussi particulièrement important dans la vie d'un État. Généralement, lorsqu'un État obtient son indépendance ou lorsqu'il souhaite changer de régime politique,
notamment durant des moments clés comme passer d'un régime dictatorial à une démocratie, ou lorsqu'ils souhaitent se reconstruire, l'adoption d'une constitution est souvent un passage obligé. Et dans une démocratie, on considère que cette nouvelle constitution, elle doit émaner du peuple. Elle doit émaner du peuple, pourquoi? Parce que la logique est, en se fondant sur une définition assez simple, voire simpliste, de la démocratie, si on se base sur son étymologie, la démocratie est le régime dans lequel le pouvoir est issu du peuple, et donc il doit pouvoir écrire sa constitution dans la mesure où la constitution est le texte qui organise le pouvoir. Ceci apparaît d'autant plus logique lorsque l'on sait que les constitutions n'ont pas seulement vocation à organiser le pouvoir, mais aussi à reconnaître des droits, les droits des individus. Alors certes, les constitutions ne sont pas les seuls actes juridiques, les seuls textes juridiques qui ont vocation à reconnaître des droits ou à organiser le pouvoir. Cela peut être très bien fait par des traités internationaux ou même des actes de moindre valeur. Cependant, les constitutions, du fait de leur haute valeur juridique, elles apparaissent comme celles devant émaner directement du peuple, tout du moins donc dans une démocratie. Pourtant, bien que cela puisse paraître comme une évidence, on constate que cette logique n'est pas toujours vérifiée. Et en effet, certains pays démocratiques, ou se revendiquant comme tels, n'ont pas nécessairement de constitutions qui ont été totalement élaborées par le peuple. Ici, je voudrais juste vous donner quelques exemples. On pense tout d'abord aux quelques États, ils ne sont pas nombreux dans le monde à avoir une constitution dite coutumière. C'est un exemple qu'on donne souvent en première année de droit, mais alors qu'il s'agit de cas très très limités en nombre dans le monde. On donne souvent le cas de la Constitution britannique, qui est en partie faite de règles coutumières, donc non écrites, et dans la mesure où elles sont non écrites, elles n'ont jamais été validées ou reçu l'assentiment officiel du peuple. Un autre cas de constitution non élaborée par le peuple sont les constitutions qu'on appelle les constitutions internationalisées. Ces constitutions internationalisées sont des constitutions qui ont été rédigées par des forces étrangères ou par la communauté internationale. L'exemple paroxystique qui est souvent mis en avant est celui de la constitution de la Bosnie-Herzégovine, puisque là, comme on le voit sur la photo, on voit ici réunis pour la signature des accords de Dayton, qui étaient signés à Paris, on voit réunis on voit ici ces chefs d'État, et notamment les chefs d'État de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la Russie, veiller d'un œil assez attentif à trois autres hommes politiques qui représentent la République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, afin qu'ils signent un document qui va contenir la constitution de Bosnie-Herzégovine. Donc finalement, ici, cette constitution a été rédigée par la communauté internationale et non par le peuple de Bosnie-Herzégovine. Et puis on a des exemples de constitutions adoptées sous un régime autoritaire et qui finalement ont malgré tout été maintenues dans des régimes démocratiques. Et justement, c'est le cas du Chili. La constitution du Chili a été adoptée sous la période de la dictature du général Augusto Pinochet. Cette dictature a eu lieu entre 1973 et 1990, et là on le voit ici, mettre son bulletin de vote dans une urne pour le référendum qui devait valider l'adoption de la constitution qu'il avait fait rédiger, et ce référendum avait eu lieu en 1980, donc durant la dictature. Le choix a été fait au Chili de ne pas changer de constitution au moment du retour de la démocratie. Et c'est justement tout l'enjeu, toute la question chilienne qui s'est posée, on va le voir à partir de 2019, de procéder à ce changement de constitution parce qu'elle était née sous la dictature et sous un référendum qui était un référendum frauduleux. On le voit, tous les États démocratiques n'ont donc pas des constitutions qui ont été totalement élaborées par le peuple. Et il paraîtrait logique que ça soit le cas. D'autant qu'on pense qu'en s'assurant que lorsque le peuple est associé à l'élaboration des constitutions, on pense que ça diminuerait le risque,
d'avoir des catalogues de droits fondamentaux dans les constitutions qui seraient partiels, ou en tout cas qui consacreraient les droits d'une majorité, ou en tout cas d'un groupe politique en force, au détriment d'autres. En réalité, cette écriture par le peuple des constitutions est beaucoup plus complexe. Il revient au Chili, il est venu, j'en reviendrai, on pourra revenir dessus, mais au Chili, ça a été une des demandes qu'on a vu émerger en 2019. La meilleure solution, c'est une nouvelle constitution, demandent les manifestants en 2019. Mais associer le peuple à la rédaction d'une constitution, c'est toujours compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et souvent, traditionnellement en tout cas, même dans les régimes démocratiques, l'association du peuple à l'élaboration des constitutions est souvent, en réalité, très résiduelle. Cette participation, elle est relativement éloignée. Alors avant de rentrer, de vous donner quelques exemples, à nouveau un tout petit peu de vocabulaire pour tout le monde. Pour l'instant, j'ai été un peu lâche dans l'utilisation du vocabulaire, c'était assez volontaire. J'ai parlé d'élaboration de constitution, d'écriture, d'adoption des constitutions, comme si c'était des termes équivalents. Pas du tout. Chacun a un sens, chacun a une signification. Moi, j'aime bien utiliser l'expression élaboration des constitutions. Pourquoi? Parce qu'il est vague et permet d'englober beaucoup de choses. En réalité, si je voulais être précise, il faudrait que je vous dise que l'élaboration de la Constitution, en réalité, ce sont différentes phases. Différentes phases qui débutent avec l'idée, l'initiative, qui s'est dit, tiens, écrivons une Constitution, et elle se termine par ce qu'on va appeler l'adoption ou l'entrée en vigueur du texte final. Entre-temps, on a en réalité deux grandes phases. La première phase qui est la phase d'écriture de la Constitution et la seconde phase qui est la phase d'adoption. Sur l'écriture, on va voir qu'il y a différents procédés, différentes manières d'associer le peuple, aussi bien, et également sur l'adoption. Comment on fait pour associer le peuple? Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, l'idée est simplement de vous donner les mots de vocabulaire qui seront ensuite utilisés dans les présentations. Pour l'écriture de la Constitution, le moyen le plus courant pour associer le peuple, c'est souvent l'institution de l'Assemblée constituante. On va voir au Chili, on a eu des assemblées constituantes. L'idée est alors d'associer le peuple par la représentation. Il va y avoir des représentants qui vont écrire la Constitution au nom du peuple. Ici, vous avez multiples exemples. Là, ici, je vous donne des exemples évidemment historiques. Le cas des États-Unis et de la France, mais c'est une technique qui est utilisée de manière assez fréquente. Et évidemment, au Chili, on l'a utilisé en 2021, puis on l'a aussi utilisé en 2023. Ça, c'est le modèle de l'Assemblée constituante, permet d'avoir une chambre des représentants qui vont se dédier. Normalement, uniquement, lorsqu'on a des assemblées constituantes qui sont uniquement dédiées à ça, à rédiger, à discuter et à rédiger le texte. Là, ici, le peuple est plus ou moins éloigné selon le mode d'élection de ces assemblées constituantes et selon la composition de cette assemblée constituante. L'autre moyen pour associer le peuple, cette fois-ci dans la phase d'adoption, c'est le référendum constituant. Et le moyen qui a été jugé comme le plus pratique pour associer le peuple est là dans la phase d'adoption. Surtout qu'il permet de consacrer l'idée, de conforter l'idée que la Constitution, elle est l'expression d'un contrat social et que ce contrat, il devient formellement signé avec un bulletin de vote lorsqu'on valide la Constitution. De plus, les référendums sont des procédés qui sont très, normalement, qui ont un très haut taux de réussite. Les référendums constituants sont souvent choisis parce qu'on sait que les chances de succès sont élevées. D'après une étude qui a été réalisée en 2022 par Zachary Elkins et Alexander Hudson, ils ont pu comptabiliser le nombre de référendums constituants qui ont été réalisés dans le monde entre 1789 et 2016, et ils ont constaté que 94% des référendums constituants, donc ceux qui consistent à valider des constitutions, ont abouti à une validation du texte par le peuple. Donc taux de succès très très élevé. On a malgré tout des exceptions. En France, on en a connu en 1946. On a eu
un premier projet de la constitution de la 4e République qui a été rejeté, et puis le Chili qui a nourri maintenant 2 nouveaux exemples en 2022 et en 2023. Alors pourquoi je vous évoquais ces 2 modèles? Il existe plein d'autres manières de rédiger des constitutions, hein, ce ne sont pas les seuls, l'Assemblée constituante puis ensuite le référendum, mais c'est parce que ce sont devenus dans l'imaginaire de certains membres de la doctrine comme étant les modèles, ou en tout cas les solutions les plus à la fois démocratiques et celles qui paraissent comme les plus adaptées à mettre en place dans une démocratie. Un des grands défenseurs du recours de ces mécanismes est John Elster, qui est un politologue, et qui a théorisé, à travers une figure qui est la figure du sablier, le processus constituant parfait, idéal. Selon lui, un processus constituant devrait débuter d'abord par un référendum d'entrée, qui permettrait de consulter toute la population sur la question de savoir si oui ou non on veut changer de constitution. Ensuite, mettre en place une assemblée constituante. Et donc là, on est au cœur, au centre du sablier, on se rétrécit, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui participent à cette phase-là. Puis ensuite, à nouveau, on évase avec un référendum de sortie dans lequel on demanderait donc à tout le peuple si oui ou non il valide le texte qui a été rédigé par cette assemblée. Donc ce modèle du sablier est souvent mis en avant, sauf que les critiques se sont pas forcément multipliées, mais en tout cas elles se font entendre sur à la fois les assemblées constituantes et à la fois les référendums comme mécanisme d'élaboration des constitutions. Sur les assemblées constituantes, il y a des craintes sur ces mécanismes, notamment des questions de lenteur. C'est une des critiques qui peut être faite sur ce mécanisme. Il y a aussi des craintes de captation du pouvoir, qu'on appelle une hubris de ces assemblées, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont élues, même si elles ont la légitimité démocratique, elles dépossèdent, crainte c'est qu'elles dépossèdent le peuple de sa volonté et qu'elles soit pratiquement en autogestion et finalement rédige un texte qui n'est pas un texte pour le peuple, mais un texte qui convient aux membres de l'Assemblée constituante. Il y a également une crainte de la rédaction d'un texte peu cohérent en fonction de la composition de cette Assemblée constituante. Et certaines de ces critiques ont par exemple été formulées sur les expériences d'assemblées constituantes que l'on a eues au début du XXIe siècle, en Bolivie et en Tunisie. En Bolivie, c'était sur la question de la qualité de la rédaction de certains passages du texte, et en Tunisie, la difficulté d'établir des accords, et ce qui a été une assemblée constituante très longue dans le temps, qui a siégé pendant 3 ans. Donc c'était relativement... Sur les référendums constituants, le risque, c'est qu'on passe d'un référendum à ce qu'on appelle en droit français un plébiscite. Alors là, ici, faites attention, ça peut être toujours des faux amis, j'en parle parce qu'au Chili, on parle aussi de référendum et de plébiscite, mais la distinction n'est pas forcément la même. En France, on distingue référendum de plébiscite. Référendum est une question que l'on pose au peuple. Le plébiscite est vu comme une manière détournée de ce référendum qui serait une variation, ou en tout cas un dérivé, qui conduirait à faire que le référendum ne vise pas à répondre à la question qui est posée, mais plutôt à asseoir l'autorité personnelle de l'entité qui a posé la question. Je donne souvent comme exemple le suivant, c'est celui justement du référendum de la Constitution de 1958, puisque Charles de Gaulle était était la figure qui appuyait et qui soutenait l'adoption de la nouvelle Constitution de 1958. Et j'aime toujours montrer cette affiche à mes étudiants en droit constitutionnel, puisque derrière la Marianne libérée qui dit oui à cette nouvelle constitution, on ne peut que voir l'ombre de De Gaulle. Et cette ombre de De Gaulle, elle marque l'association entre la République française et la figure de Charles de Gaulle. Donc la crainte de ces référendums constituants, c'est que finalement, le peuple ne vote plus vraiment pour le texte, mais vote pour la personne qui soutient ce texte. Ensuite, on a des critiques plus récentes qui
consiste à mettre en avant le risque de ces référendums constituants. On a des auteurs, notamment Roberto García et Rosalind Dixon, qui pointent du doigt les travers de ces référendums constituants, pas simplement les référendums en tant que tels, mais vraiment les référendums constituants, donc les référendums qui visent à adopter des constitutions, parce qu'ils mettent en avant le problème suivant. Il s'agit de demander au peuple d'adopter un texte qui est souvent complexe et long. Dans ce texte peuvent se trouver ce que Rosalind Dixon appelle des monnaies d'échange, et notamment les catalogues des droits fondamentaux, notamment les droits des opprimés que l'on va étudier aujourd'hui, qui pourraient être vus comme des appâts, voilà, en disant au peuple, on vous met ceci dans la Constitution, et qu'en revanche, dans d'autres passages du texte, eh bien, il y ait des éléments qui soient plus restrictifs ou qui viennent finalement mettre à mal la volonté de certains groupes de la population. Et donc, elle souligne le danger que serait cette adoption par référendum. Et Roberto García, qui est un auteur argentin, qui a beaucoup suivi le processus constituant chilien, a été, dès le premier échec du référendum de 2022, à sauter sur l'occasion pour dire « Regardez, les référendums constituants, je l'ai toujours dit, sont une extorsion électorale et cela montre l'inadaptation de ce mécanisme lorsque le texte est long, complexe. Les électeurs ne savent pas quoi choisir et donc c'est dangereux. » Donc voilà où on se trouve sur les grandes bases des grands mécanismes d'élaboration des constitutions. Il y a des mécanismes beaucoup plus récents qui aujourd'hui essayent de proposer des alternatives aux référendums constituants, essayent de proposer des alternatives aux assemblées constituantes. On pourra en parler pendant des heures, mais dans le cas chilien, on est resté là-dessus. Dans le cas chilien, on est resté sur l'assemblée constituante et les référendums constituants. Donc voilà pourquoi je me limite à ces présentations-là pour des questions de vocabulaire, que les gens suivent et comprennent, mais il y a encore plein d'autres manières d'élaborer des constitutions. Alors avant de donner la parole à Flavio, laissez-moi vous donner quelques petits éléments de chronologie du processus constituant chilien, maintenant que j'ai donné des éléments de vocabulaire. Alors les racines de ce processus, elles sont longues, elles sont anciennes. Je pourrais revenir à la tentative de la présidente Michelle Bachelet qui a essayé de changer la Constitution déjà une première fois. Il y a de cela une dizaine d'années, mais je me dis que faute de temps, je vais m'arrêter à l'histoire officielle du processus constituant chilien. Et l'histoire officielle, c'est que tout a commencé en octobre 2019. Tout a commencé après des fraudes dans le métro de Santiago qui étaient liées en réaction à une augmentation du prix du ticket de métro. Vous allez très vite comprendre que c'est anecdotique, ce n'est pas un ticket de métro qui a en soi soulevé toute cette révolte, hein. Elle était un élément parmi d'autres. Mais en tout cas, c'est à partir de cette date-là en fait, qu'on commence à parler d'estallido social, d'explosion sociale au Chili, parce que il y a un phénomène à la fois inattendu, hein, qui était assez surprenant, et aussi qui a pris beaucoup d'ampleur. Et donc là, on voit, cela commence par des lycéens qui font des fraudes donc, au métro, qui sautent au-dessus des tourniquets du métro, et qui... on les voit aussi assis au bord des rames du métro et qui bloquent complètement le métro parce qu'ils s'assoient au-dessus des quais et mettent les jambes et ça empêche les... On a ensuite des dégradations qui vont avoir lieu, des infrastructures de métro. La tension est si forte que le 19 octobre 2019, on a une déclaration de l'état d'urgence par le président de la République à l'époque, Sebastián Piñera, sachant qu'au Chili, les régimes d'exception conduisent systématiquement à confier l'ordre public aux militaires. On a alors une présence très forte de militaires dans les rues de la capitale. Pour autant, les choses ne se calment pas, et le 25 octobre, on a ici, je crois qu'il y a même une petite vidéo, vous pouvez voir, voilà, où on voit le 25 octobre la plus grande marche dans l'histoire démocratique du pays. Et on dit que le Chili s'est réveillé. Il s'est réveillé d'une sorte de torpeur. Mais vous voyez bien que ce n'est pas juste un ticket de métro qui peut
animé cette foule dans Santiago. Ce qui anime cette foule, c'est une critique des 30 dernières années, donc du retour à la démocratie. Et comme on le voit sur cette affiche, voilà, ce ne sont pas 30 pesos, ce ne sont pas 30 pesos, donc la hausse du prix du ticket de métro, mais ce sont 30 années, je ne veux pas que je fasse la division, 30 années de critique du système politique chilien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ici que cette révolte sociale, elle se fait pour des raisons de droits sociaux, de protection des droits sociaux, et et je trouve par exemple l'hymne des manifestants était assez symptomatique. Les manifestants reprenaient un hymne qui est une chanson des années 80 au Chili, qui est une chanson d'un groupe de rock chilien qui s'appelle Los Prisioneros, et ils ont une chanson qui s'appelle El baile de los que sobran, donc la danse de ceux qui sont les laissés pour compte. C'est la traduction un peu qu'on peut donner. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, cette chanson, et ce qu'elle voulait dire, montrait une idée de... Ça fait 30 ans qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la mise en place d'une politique néolibérale qui a été héritée de la dictature, et qu'ils sont oubliés, sont les oubliés. Et l'idée, c'est qu'ils puissent à nouveau ici prendre en main le destin du pays. Des cabildos sont alors mis en place. Les cabildos sont je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais sont une institution très chilienne qui est héritée de la colonisation espagnole et qui consiste en fait à avoir une réunion de personnes et à discuter de manière très... Voilà, sur n'importe quel sujet d'intérêt collectif. Pour avoir des cabildos de voisins, donc voilà, on discute de choses qui concernent le quartier. Mais là, en 2019, se mettent en place des cabildos où on va discuter de ce qu'on pourrait imaginer dans une nouvelle constitution. Et donc on a des appels assez régulièrement à des cabildos de citoyens pour en discuter. Ça a permis de réussir à convaincre les partis politiques, et en novembre 2019, un accord politique a été mis en place avec les principaux partis politiques chiliens, pas tous, mais en tout cas une grande partie d'entre eux, dans lesquels ils se disent qu'ils vont mettre en place et lancer le processus constituant. On a alors, je saute voilà, toute une année, parce qu'il y a le Covid aussi qui a eu lieu. Donc on a eu un premier référendum qu'on a appelé le référendum d'entrée au Chili, où les électeurs devaient voter et se prononcer sur deux questions. Voulez-vous une nouvelle constitution? Et si oui, sous quel format faut-il qu'elle soit rédigée? 78% des votants ont voté oui pour une nouvelle constitution, et 79% ont voté pour le format de ce qu'on a appelé la Convention constitutionnelle, donc la convention constitutionnelle. Cette convention constitutionnelle consistait à élire 155 membres. Ces membres ont été élus les 15 et 16 mai 2021. À nouveau, à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Rappelez-vous, Covid, donc ça a été repoussé, on a dû attendre. Et on a une assemblée qui a été assez unique, avec donc 155 membres. J'en reviendrai, je pense que Leslie et Zéra reviendront sur les sièges réservés aux peuples originaires. Je pourrais évoquer après plus tard la question de la parité homme-femme, parce que c'était une des grandes originalités de ce processus, et qu'on avait donc 78 hommes, 77 femmes qui siégeaient dans cette assemblée. Aussi l'importance des indépendants. Bref, il y a plein de choses à dire, mais je vais juste dire les éléments de chronologie. Cette convention constitutionnelle va donc siéger, elle a 1 an pour rédiger une constitution. Elle va mettre en place aussi des mécanismes d'initiative populaire de normes, donc elle va laisser la possibilité aux citoyens de proposer des articles dans la Constitution. Là aussi, on peut faire un bilan un peu critique de ce mécanisme, mais en tout cas, il a existé. Puis le 4 septembre 2022 a eu lieu le référendum pour se prononcer sur le texte rédigé par cette convention constitutionnelle. Le 4 septembre 2022, les électeurs au Chili ont décidé, à pratiquement 62% des votants, de se prononcer contre ce projet de constitution. On reviendra sur le contenu de ce projet de constitution, mais pour l'instant, retenez que c'est un rejet, et un rejet très clair de 62%. Ça aurait pu mettre fin au processus constituant, mais il a été relancé.
Le 12 décembre 2022, on a eu un nouvel accord politique, l'Acuerdo por Chile, avec les nouvelles règles du jeu pour le processus constituant. Dans cette nouvelle règle du jeu, on a adapté le format. Ce n'est pas une seule assemblée constituante, mais ce sera une commission d'experts, puis ensuite une assemblée plus réduite. Donc en février 2023 ont été nommés les 24 experts de cette commission experte, chargée de rédiger l'avant-projet de constitution, là où a siégé donc Flavio. Il fait partie des petits visages qui sont sur cette affiche. Et donc cette commission d'experts, dont les noms ont été proposés par le Congrès chilien, donc le Parlement chilien a soumis les noms et a validé les noms de ces 24 experts. Sur ces 24 experts, une grande majorité de juristes, mais pas que, totalement. Et ils ont rédigé un avant-projet de constitution. Cet avant-projet devait ensuite être discuté, amendé par une deuxième instance que je vais délibérément appeler Consejo Constitucional, donc je vais le garder dans son format en espagnol, parce que si je le traduis en français par Conseil constitutionnel, ça peut induire en erreur, donc je reste sur Consejo Constitucional pour cette institution. Donc ce Consejo Constitucional est composé de 51 membres, élus directement par le peuple. La mission est donc, comme je vous l'ai dit, de discuter et de modifier l'avant-projet qui avait été rédigé par les experts. Sauf que comme vous le voyez dans la répartition par groupe politique, en fait on voit une domination de bleu foncé et de bleu un peu moins foncé. Et bleu foncé veut dire parti républicain, donc on a ici le leader, et qui est un parti très récent, très jeune, qui justement est né en 2019 et qui est un parti qui se situe à l'extrême droite du spectre politique chilien et qui a réussi à avoir 23 sièges, rien qu'à lui tout seul. Si on les additionne avec les 11 sièges de l'autre coalition de droite, Chile Seguro, ils avaient la majorité suffisante pour pouvoir amender à leur guise le texte rédigé par les experts. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont amendé à leur guise. Et ils ont donc proposé un autre texte qui est le projet de constitution donc, de 2023, qui a été soumis au vote au référendum le 17 décembre dernier. C'est très récent. Et ici, le Chili, le peuple, les électeurs ont à nouveau rejeté cette constitution, ce projet de constitution, à 55,7% des voix. Donc rejet un peu moins marqué que le précédent, mais très net également. Et on a finalement deux projets de constitution qui sont relativement différents les uns des autres. Mais en tout cas, je vous ai donné ici la chronologie des événements. Vous avez à peu près tout pour comprendre et suivre ce que va dire Flavio et ce que vont dire Leslie et Zéra, je l'espère. Donc je leur laisse la parole.